Monsieur Hirsch est là. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu une tribune qui a été publiée d'ailleurs dans le journal du dimanche, dont vous parliez à l'instant. Michel Houellebecq, Emmanuel Hirsch et Laurent Frémont prennent la plume contre l'aide à mourir à la veille de l'examen du texte instaurant un droit à l'aide à mourir. Je lis les premières lignes. Cette loi ne relève ni d'un simple ajustement juridique, ni d'une réforme parmi d'autres du droit de la fin de vie. Il s'agit d'un changement de nature, d'un déplacement décisif de la frontière morale sur laquelle reposent encore nos sociétés. L'interdit de tuer n'est pas un principe abstrait, écriviez-vous dimanche. Il n'est ni un vestige religieux, ni un réflexe archaïque destiné à rassurer des consciences inquiètes. Il est un fait de civilisation. Et parallèlement, on a appris que le Sénat avait rejeté l'aide à mourir ce mercredi 21 janvier. C'était donc hier. Qu'est-ce que ce rejet change, Emmanuel Hirsch? C'est pas le rejet qui est intéressant, c'est les valeurs qui sont promues pour dire on s'oppose à l'euthanasie. Et vous voyez, le Sénat a été finalement assez astucieux, on peut le dire rétrospectivement. Dans un premier temps, la Commission des affaires sociales avait ouvert la porte à l'euthanasie sous forme de sédation euthanasique. Évidemment, tout le monde s'était révolté en disant c'est la première fois que le Sénat cède sur l'essentiel. Et on aurait pu attendre de la part d'Olivier Falorni, qui porte la proposition de loi sur l'aide à mourir, qu'ils disent oui, c'est plutôt bien. Et il y a eu une levée de bouclier de l'AD-MD qui disent non, c'est pas la loi qu'on veut. Nous, on veut une loi qui libéralise absolument tout. Et le Sénat avait repris donc la loi Claes-Leonetti, vous savez, sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ils disent il y a accès à la sédation profonde et continue jusqu'au décès si la personne est en fin de vie et si elle présente des souffrances réfractaires à tout traitement. Donc il y avait des prérequis. Et ce que je trouve assez passionnant, c'est pas le fait que le Sénat soit prononcé contre l'ouverture à l'euthanasie, c'est qu'il s'est prononcé pour le respect des droits des personnes malades. Et le droit d'une personne malade, c'est pas pour ou contre l'euthanasie. C'est comment on accompagne une personne atteinte de maladie chronique dans le long cours de sa maladie. Comment on accompagne une personne qui va vieillir et qui va devenir dépendante. Quelle est la place qu'on lui reconnaît dans la société. Et le soin, c'est pas uniquement le soin d'un point de vue médical. C'est quelle est la sollicitude de notre société. Quels soins on témoigne à ces personnes. Et ce qui était choquant, en fin de compte, dans le discours, maintenant, j'allais dire, extrémiste, outrancier, des gens qui, à l'Assemblée nationale, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Non. Rappelons, 52,8%. Alors, pendant des années, on nous a dit que 90% des Français étaient favorables. Mais ça a été un tournant, pardonnez-moi, Monsieur Hirsch, parce que la publication de cette étude du Figaro avec la Fondapol présentant finalement, à l'inverse de tout ce qui a été fait dans les médias sur la question de l'euthanasie ou du suicide assisté, ça a été l'un des points de bascule, parce que finalement, peut-être que les hommes politiques ont bien compris que les Français étaient plus attachés aux soins palliatifs. Mais à la vie, tout simplement. Exactement, à la vie. Mais ce week-end, par exemple, il y avait des milliers de Français qui étaient mobilisés aux Invalides. C'est Pascal qui m'a appelé en disant mais attends, il y a une grande manifestation, personne n'en a parlé. Sauf sur l'antenne de CNews. On marque une pause. Je citais tout à l'heure la chronique, la tribune que vous avez écrite dans le journal du dimanche avec Michel Houellebecq, Emmanuel Hirsch et Laurent Frémont, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le journal du dimanche. Et il y a un passage que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est le grand silence éthique qui en dit beaucoup sur notre époque. Vous écrivez, ce qui frappe enfin dans ce moment historique, c'est le silence. Le silence éthique, un silence qui entoure un basculement pourtant majeur, comme si la question avait déjà été réglée avant même d'avoir été véritablement pensée. Le débat public semble s'être vidé de toute interrogation de fond, alors même que se joue une décision engageant durablement l'idée que la société se fait de la vie humaine et des limites qu'elle accepte encore de se fixer. Ce silence n'est pas neutre. Et là, c'est le philosophe qui parle. Et c'est celui qui regarde notre société. Et effectivement, silence éthique, on pourrait imaginer que des grandes voix, il y a la vôtre, il pourrait en avoir d'autres, il y a celle de Michel Houellebecq, mais il n'y en a pas tant que ça. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? C'est impressionnant quand vous êtes professeur émérite d'éthique, que vous êtes cru à l'éthique. Et n'oubliez pas qu'on ne serait pas dans votre studio aujourd'hui si le Comité consultatif national d'éthique n'avait pas rendu son avis 139. Vous vous rappelez l'avis qui donne l'ouverture en quelque sorte à l'euthanasie comme une voie possible. Rappelez-vous, immédiatement, le président de la République, c'était le 13 septembre 2022, annonce le même jour qu'il y aurait une convention citoyenne, que la loi allait évoluer. Donc c'est l'éthique qui est en quelque sorte à l'origine du mouvement qui s'est politisé ces derniers mois. C'est un point à prendre en considération. Pourquoi je le prends en considération ? Parce que j'ai admiré finalement que les sénateurs refusent cette éthique-là. J'ai admiré que la société d'accompagnement et de soins palliatifs, très rapidement, disent c'est pas notre éthique. Nous, comme soignants, on rencontre au quotidien des gens, ils attendent pas qu'on me tue.
Ils attendent qu'on les accompagne. Effectivement, c'est plus compliqué d'avoir des moyens pour les soins palliatifs. Notez que le programme de financement de la sécurité sociale n'a même pas une ligne sur les soins palliatifs, alors qu'on pense que c'est un droit fondamental. Qu'on aborde la question de l'euthanasie, y compris au Sénat, avant d'aborder la question du droit d'accès aux soins palliatifs, dont je rappelle, elle a fait l'unanimité à l'Assemblée nationale aussi. Donc pour répondre à votre question, je pense plus que c'est une question de philosophie, je pense que on a, à travers la démarche d'un certain nombre de parlementaires, le sentiment que c'est comme ça qu'ils voient notre société. C'est-à-dire, nous parlent de liberté, d'égalité, de fraternité. Nos conceptions de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, c'est le devoir d'engagement et nos obligations vis-à-vis de la personne la plus vulnérable. Je me rappelle d'un principe de l'éthique, plus une personne est vulnérable, plus on a d'obligations à son égard. Et donc, derrière le mot obligation, il y a des médecins qui disent « je vais aller jusqu'au bout du soin ». Aller au bout du soin, c'est d'interrompre une existence quand je ne peux pas faire autrement. Je comprends, et on l'évoquait tout à l'heure off, qu'il y a des situations particulières qui peuvent justifier autre chose que la loi, c'est-à-dire un acte médical. Et j'arrive à comprendre qu'un médecin qui a accompagné pendant des années une personne qui allait jusqu'au bout du possible, jusqu'au bout du soutenable, puisse avoir à un moment donné la possibilité de... Et c'était là où, me semble-t-il, s'arrêtait la question de la loi, c'est la déontologie, c'est des règles qui doivent être mises en place. J'invite vos auditeurs et auditrices à regarder l'avis 63 du CCNE, du Comité consultatif national d'éthique, qui parlait d'exception d'euthanasie. Et je termine pour dire, chaque vie est exceptionnelle. Hein. Et c'est là où c'est très difficile, j'ai un magistrat devant moi, de définir ce que serait une exception. L'exception, on ne va pas citer de nom, mais l'exception, c'est quoi? C'est un homme qui a 40, 45 ou 50 ans, ou une femme, qui n'est absolument pas en fin de vie, et qui, pour des raisons X ou Y, a des douleurs si abominables, permanentes, qui l'empêchent de vivre, qu'il souhaite en finir. Donc on n'est pas sur une maladie évolutive, nous ne sommes pas sur une fin de vie, nous sommes sur des douleurs telles que la vie est devenue impossible et que cette personne demande l'euthanasie. Moi, je ne sais pas quoi répondre à cette personne. Je vais vous poser une question de fond. J'entends ce que vous dites sur l'exception d'euthanasie. Vous posez une question de fond, Pascal Praud. Et je trouve que c'est là, d'abord, on doit être très humble, très modeste, et de ne pas pérorer. Moi, je suis très humble par rapport à une situation. Je ne sais pas si, confronté à la situation à titre personnel ou vis-à-vis d'un tiers, j'aurais la même position un petit peu extérieure que aujourd'hui je défends. Mais vous voyez, c'est là où vous avez la question aussi du suicide, qui est une question importante. Ce qui me gêne, si vous voulez, c'est le tiers médical qui est sollicité comme effectivement un acte médical. J'arrive à comprendre l'acte médical dans la compassion, dans l'assistance jusqu'au terme de l'existence, mais là où je mets à la limite, c'est à l'euthanasie. Et vous savez très très bien qu'il y avait dans la proposition de loi l'option suicide assisté. Alors ça paraît ambigu, mais je pense, et vous avez des exemples intéressants à voir, notamment en Oregon, c'est le premier État aux États-Unis qui avait légiféré sur ce domaine, c'est de mettre, effectivement, quand la personne est dans une situation, dans des circonstances où la souffrance n'est plus soutenable, y compris quand elle n'est pas en fin de vie, la souffrance globale, brute, est insupportable. Donc on met à disposition ce qu'on appelle la pilule, l'euthanasie, et j'observe quand même un certain nombre de personnes qui ont cette possibilité ne l'utilisent pas, d'accord ? Ça les incite plutôt à avoir le sentiment d'eux. Donc, pour terminer juste sur ce que vous dites, pour moi, l'urgence, c'est comment on se mobilise sociétalement, humainement autour de ces personnes, comment on leur reconnaît une place dans la cité, et comment, effectivement, les conséquences d'un acte médical, puisque ça peut être aussi les conséquences d'un maladie, engagent une responsabilité. Et là, pour moi, c'est vraiment l'approche au cas par cas. C'est-à-dire, c'est pas la loi de la République, c'est une approche au cas par cas. Aujourd'hui, en réanimation, au moment où on parle, on fait des limitations et des arrêts thérapeutiques d'une manière normale, avec une concertation collégiale. C'est la loi de 2005, la loi Leonetti. Ouais, il y a des encadrements. Donc je ne pense pas impossible d'envisager ce que vous dites. Bon, cette loi sera votée. Hélas. L'Assemblée aura le dernier mot. L'Assemblée aura le dernier mot. Vous savez, on a eu tellement de péripéties depuis le début. Si vous voulez, ma conviction profonde, si elle est votée, c'est pas pour le droit des malades, c'est pour des convictions idéologiques. Si elle est votée c'est pour des raisons politiques aussi parfois. Politiciennes, je dirais pas politiques. Et ce qui nous sert, c'est que le président de la République, on a fait sa chose. C'est-à-dire, c'est la dernière trace qu'il veut laisser.
C'est comme symptomatique qu'un président de la République veuille laisser pour dernière trace l'euthanasie. Le droit de mourir. Alors qu'on attend de la vie. C'est aussi ces éléments à prendre en compte. Vous avez parfaitement raison, Gauthier Lebret. Je suis très sensible à vos deux interventions. Vous avez commencé en nous parlant des plus petits, des plus jeunes, et on termine sur les personnes plus âgées. Et d'un coup, j'ai eu un flash. Quand j'ai présenté mon fils à mon grand-père, il m'a dit on est pareil, tous les deux, on ne sait rien faire. Et quand mon grand-père voit les débats sur la fin de vie, sur l'euthanasie, il me dit sans cesse, j'ai l'impression d'être de trop quand j'entends ces débats-là. Est-ce que vous feriez un parallèle entre la manière dont on peut traiter les plus petits, on en a parlé comme une contrainte, etc., et aussi la manière qu'on a d'être avec les plus âgés? D'ailleurs, je note que les scandales de maltraitance, il y en a dans les crèches, et il y en a dans les EHPAD. Alors juste, vous posez une question importante, j'espère que je ne vais pas me fâcher définitivement avec les CCNE. Jean-François, Comité consultatif national d'éthique. Le président du CCNE, Jean-François Delfraissy, a annoncé hier les états généraux. Et vous avez la question du diagnostic préimplantatoire, vous avez la question de certaines maladies qui, à un moment donné, font qu'on pense qu'il est prudentiel de ne pas mettre l'enfant au monde. Ça a l'air de rien, mais ça m'interroge. C'est-à-dire cette vulnérabilité ici de l'enfant qui n'est pas encore né. Et on a de plus en plus de normes aujourd'hui. Et les normes, c'est quelque chose qui nous font penser différemment, peut-être nos responsabilités vis-à-vis des plus vulnérables. Regardez les actes extraordinaires. Je pense à une chaîne de café qui accueille des personnes qui sont trisomiques. Et on a découvert que ces personnes avaient de la joie de vivre, pouvaient être intégrées à la société, nous apporter un message. Bref. Et si on va au bout des choses, il est très difficile aujourd'hui d'aller au bout, j'allais dire, de la conception d'un enfant qui est trisomique. Est-ce qu'il trouvera une place dans la société? Vous voyez, toutes ces questions sont à mettre un peu bout à bout. Et vous voyez à quel point la vulnérabilité est quelque chose d'important. Je terminerai juste par rapport à votre affaire, parce que vous l'abordez aussi dans votre émission. Comment, dans une société aussi vulnérable, on peut se permettre de prendre des décisions aussi déterminées et aussi définitives par rapport à nos représentations? On a besoin de protection, on est une société cabossée, et là on met dans une urgence qui n'en est pas une. C'est pas la priorité des Français aujourd'hui. C'est pas la priorité. On nous met la pression, on est pris en otage par une idéologie qui est mortifère. Moi j'ai besoin de vie, et c'est aussi ce que je condamne d'une certaine manière. Eh bien merci beaucoup Monsieur Hirsch, et Elliott Deval me rappelle que le groupe Canal a mis en place un café joyeux. Oui, le café joyeux. Dans ses locaux. Oui, c'est au siège. Oui, à Issy-les-Moulineaux. Issy-les-Moulineaux. Coup de cœur des trophées européens de l'avenir, café joyeux.